Bonjour à tous, merci pour votre participation à ce webinaire et l'intérêt que vous portez pour notre projet Circuvert BFC sur le réemploi des bocaux en verre en région Bourgogne-Franche-Comté, donc un projet qui a le soutien financier de l'ADEME et Citeo, que l'on va vous présenter aujourd'hui. Donc je suis Mélissa Nourri, je suis ingénieure innovation au sein de Vitagora et la responsable de ce projet. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'Adrien Bouzonville et Méline Grassi, que je vais laisser se présenter. Adrien, je te laisse la parole. Donc Adrien Bouzonville de la société Atmotera, nous avons été en charge de réaliser cette étude de faisabilité, d'évaluer le gisement et les conditions de réalisation de ce projet de réemploi de bocaux avec Méline, que je vais laisser se présenter. Oui, bonjour à tous. Je suis Méline Grassi, je suis designer et du coup, je me suis occupée dans cette étude de l'intégration des consommateurs et des habitants de Bourgogne-Franche-Comté. Merci à vous deux. Pour information, vous avez sur la droite de votre écran un chat. Vous pouvez poser vos questions. On aura plusieurs moments dans l'après-midi de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à le faire. Si ça ne s'affiche pas en bas à droite, vous avez un petit icône, panneau latéral. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle. Vous cliquez dessus et vous allez avoir le chat qui s'affiche. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions ici. Donc, on va commencer ce webinaire. Je voulais tout d'abord vous faire un petit point de contexte sur ce projet. Donc, comme vous le savez, Vitagora, on est basé en Bourgogne-Franche-Comté, une région qui a une filière alimentaire très, très dynamique, très importante. On compte plus de 845 entreprises de l'industrie agroalimentaire. Ça représente un chiffre d'affaires annuel de plus de 5 000 millions d'euros. Et donc, ce sont majoritairement des TPE et des PME qui sont sur notre territoire. Et il faut savoir qu'il y a de nombreuses attentes sociétales sur les emballages qui sont vraiment très diverses, que ce soit sur de l'éco-conception des emballages, sur le changement des matériaux pour diminuer le plastique, la diminution de la quantité d'emballage, le réemploi, de nombreuses questions qui se posent. Et Vitagora, ça nous a semblé important d'accompagner nos adhérents sur ces réflexions, notamment le réemploi. Et donc, c'est un sujet qu'on a commencé à traiter en 2019 lors d'un groupe de travail auprès d'industriels qui avaient rencontré pas mal de succès. Et donc, on s'est dit que ce serait intéressant de répondre à l'appel à manifestation d'intérêt proposé par l'ADEME et Citeo sur le réemploi des emballages en verre. Et donc, nous avons déposé le projet Circuvert BFC, qui avait plusieurs objectifs. Tout d'abord, sensibiliser les acteurs régionaux au réemploi des bocaux en verre. Ensuite, faire émerger une dynamique collective multi-acteurs de l'industrie agroalimentaire. Donc, on parle vraiment de toute typologie d'acteurs, industriels, on va aussi parler de distributeurs, on va aussi parler de porteurs de solutions de réemploi, d'acteurs dans les emballages. Donc, vraiment une dynamique très collective. Et pour ce faire, nous avons réalisé avec Adrien et Méline un état des lieux et une étude de faisabilité pour voir comment mettre en place une filière de réemploi d'emballage en verre en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est une étude qui s'est déroulée sur plusieurs mois. Elle a commencé en février pour se clôturer fin octobre. Donc, on a découpé en plusieurs étapes qui sont affichées sur l'écran, donc 6 grandes étapes qu'on va vous présenter aujourd'hui de façon chronologique. Donc, après chaque grande étape, vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, la première grande étape, ça a été une étape d'état des lieux. En fait, notre objectif, c'était un petit peu comprendre aujourd'hui comment fonctionnait notre région, comment fonctionnait le réemploi et quelles étaient les opportunités qu'on pouvait avoir en région. Donc, on a traité ce sujet en 3 grandes parties, en analysant les initiatives de réemploi qui se faisaient aujourd'hui pour en tirer les enseignements, voir ce qui se faisait dans notre région, mais aussi ailleurs. Une deuxième partie sur l'analyse des opportunités et des freins réglementaires. Une troisième partie sur l'analyse des attentes des professionnels, que ce soit des industriels, les verriers, les distributeurs, et puis estimer le gisement que nous avions en région. Donc ça, c'était un état des lieux. Et on a utilisé cet état des lieux pour construire des scénarios, des hypothèses de filières de réemploi d'emballage en région, que nous avons ensuite soumis lors d'une dernière étape aux professionnels et aux consommateurs pour faire de la co-construction autour de cette question du réemploi. Donc aujourd'hui, à la fin de ce webinaire, nous vous présenterons la proposition finale qui a été faite. Voilà pour l'organisation de cet événement et du projet qui est la même. Donc je vais maintenant passer la main
à Adrien qui va nous présenter l'état des lieux qui a été réalisé. Merci Mélissa. Donc au niveau de l'état des lieux, la première étape que nous avons réalisée consiste à faire une analyse de l'ensemble des initiatives et expérimentations et mises en œuvre de réemploi de ce type qui existent à l'échelle nationale ou internationale. Donc nous avons pu étudier les différentes initiatives aussi bien dans les pays du Nord que dans les pays voisins comme l'Allemagne. Nous avons pu étudier les différentes initiatives nationales comme Loop et Blédina qui ont lancé des projets de réemploi de bocaux récemment. Nous sommes entretenus également avec Usage et Bout à Bout afin de bénéficier de leur retour d'expérience sur la mise en œuvre d'une filière, d'une installation de réemploi et de lavage à l'échelle locale ou à l'échelle régionale. Nous sommes entretenus également avec des acteurs locaux, Bocaux & Co, Grain-Prêt et en particulier J'aime mes bouteilles qui travaillent depuis quelques années sur la récupération et le lavage de bouteilles en verre, en particulier dans le Jura. Nous avons intégré également les acteurs connexes comme le réseau VRAC, le réseau Consigne et Zero Waste. Au total, nous avons sollicité plus de 90 producteurs et 23 distributeurs. Nous avons ensuite réalisé 29 entretiens avec ces différents acteurs du territoire, que ce soit aussi bien des transformateurs, des producteurs, que des distributeurs et également un revendeur de contenants, de façon à pouvoir dresser effectivement un état des lieux et une analyse des forces, faiblesses et pouvoir collecter l'ensemble des retours d'expérience de tous ces acteurs qui ont déjà mis en place un certain nombre de choses au niveau du réemploi sur leur territoire ou sur leur projet. Au niveau du contexte, il faut aussi considérer le contexte réglementaire français, avec un contexte réglementaire qui vise à développer le réemploi en ce moment, de façon à sortir du plastique à usage unique d'ici à 2040. C'est principalement structuré au travers de la loi AGEC, qui va définir une gamme de standards de contenants réemployables, avec des objectifs de contenants réemployables à mettre sur le marché à différents horizons, donc de 5% en 2023 et 10% en 2027. Ça a été complété également par la loi Climat et Résilience, qui a été promulguée cet été, qui vise à mettre en place des dispositifs de consigne pour réemploi qui peuvent être mis en œuvre pour les emballages en verre lorsque le bilan environnemental global est positif. Donc une possibilité effectivement intéressante et importante avec cette nouvelle loi. Donc ça, c'est le cadre réglementaire français, qui est bien évidemment complémenté et appuyé par le cadre plus local, notamment avec les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, les feuilles de route économie circulaire ou les autres plans locaux, le plan climat et autres qui permettent à l'échelle locale d'agir également sur la prévention et la gestion des déchets. Au niveau de ces retours d'expérience et de ces retours et de cette analyse globale, nous avons pu identifier différentes forces, faiblesses, opportunités et menaces que je vais balayer rapidement avec vous. Au niveau des forces, nous avons pu identifier effectivement qu'un certain nombre de contenants en verre étaient déjà utilisés pour un certain nombre de produits, que dans la région Bourgogne-Franche-Comté, nous avions des produits locaux qui étaient consommés localement, donc qui sont intéressants au niveau du gisement pour pouvoir les collecter et puis s'en resservir ensuite. Nous avons également des circuits courts qui permettent effectivement de limiter les intermédiaires et s'assurer d'une traçabilité dans le système. Nous avons une abondance de PME et de TPE, comme le mentionnait Mélissa, dans l'industrie agroalimentaire qui permet un certain nombre d'adaptabilité et d'agilité, on va dire, dans le système et dans le process industriel. Nous avons des acteurs motivés qui peuvent jouer aussi un rôle moteur dans la filière et le réemploi qui est déjà existant sur certains distributeurs, sur certains producteurs et sur certaines filières en région. Au niveau des faiblesses,
Nous avons pu effectivement identifier la diversité des contenants, hein. Chaque industrie agroalimentaire a différents types de produits distribués avec différentes typologies de contenants, souvent propres à leurs produits ou à leur industrie. Une diversité de circuits de vente également, aussi bien en grande, moyenne distribution qu'en vente directe. Une distribution qui est parfois nationale avec de l'export, ce qui va dire qu'effectivement on a un certain nombre de contenants qui ne sont plus collectables ou récupérables s'ils partent à l'export, ou plus facilement en tout cas. Et puis effectivement cette abondance de PME qui fait que la masse salariale et les surfaces de production sont parfois limitées, ce qui peut potentiellement gêner certains projets. Et enfin, un dernier point qui n'est pas des moindres, c'est le faible coût des emballages à usage unique qui viennent potentiellement concurrencer d'un point de vue économique les emballages réemployables qu'on pourrait mettre sur le marché. En termes d'opportunités, par contre, nous avons identifié que d'autres contenants peuvent être lavés, comme la faïence ou l'inox par exemple. Un gisement intéressant est en train d'émerger, en particulier avec la loi AGEC, sur la restauration hors domicile, donc tout ce qui est qui va être obligatoirement dans des contenants réemployables dans les prochaines années. Donc ça présente un gisement intéressant qui peut être utilisé également pour les entreprises ou pour la partie lavage, en mutualisant les installations de lavage par exemple. Un certain nombre de contenants qui seront potentiellement substituables par du verre, potentiellement actuellement en plastique, et qui pourraient être substitués par du verre. La présence d'une filière locale de collecte, lavage et redistribution qui serait vraiment un facteur d'engagement pour les industriels, élément qui est remonté des entretiens qu'on a pu avoir. La possibilité de tester le réemploi sur un circuit court permettrait aussi de conforter et de lancer une dynamique sur le territoire. Et puis les bassins de production qui sont à proximité des bassins de consommation à l'échelle de la région, qui permet de limiter les déplacements et les allers-retours de bocaux entre certaines parties de la région. En termes de menaces, bien évidemment l'investissement humain et financier qui peut être conséquent, avec une rentabilité économique qui est nécessaire à maintenir. L'augmentation également de l'utilisation d'étiquettes adhésives qui ne se nettoient pas ou qui ne s'enlèvent pas facilement au lavage, qui peut présenter un frein significatif pour les opérations de réemploi. Et la contrainte hygiène et qualité, en particulier pour l'industrie agroalimentaire qui est particulièrement attentive au bris de verre ou à l'aspect effectivement sécurité des produits qui sont mis sur le marché. Il peut y avoir aussi des menaces en lien avec l'impact sur le process. Dans le cas où il y a un changement de contenant, de typologie, ça peut avoir des impacts sur les lignes de process. Et puis le dernier point, l'adhésion des consommateurs, qui est un point essentiel du système, qui va assurer la pérennité de toute cette boucle de réemploi à l'échelle régionale. La dernière phase de cet état des lieux a consisté à estimer le gisement de bocaux qui pouvaient être captés, collectés à l'échelle locale de façon à pouvoir identifier, bénéficier, pouvoir dimensionner la filière. Donc nous avons identifié et catégorisé les différents industriels en fonction de leur taille, en fonction de leur production. En fonction de leur typologie de production, nous avons identifié et quantifié les données de production locale, donc par typologie, sur la base de différentes données ou différentes bases de données agresses, sur la base de données de syndicats professionnels, sur la base des entretiens également. Sur ces données de production, nous avons identifié les différents produits qui étaient en verre, conditionnés actuellement en verre. Et nous avons collecté sur la base de ces mêmes sources, que ce soit Agreste ou les syndicats ou les entretiens que nous avons pu avoir, le pourcentage de produits qui étaient vendus en région. Nous avons pu du coup estimer ce gisement à 85,6 millions de bocaux par an qui étaient produits et vendus en région Bourgogne-Franche-Comté.
Pour ensuite dimensionner et travailler sur la faisabilité du système à l'échelle régionale, ce qui nous intéressait, c'est de pouvoir identifier l'emplacement de ces gisements, leur distribution, et pouvoir estimer le nombre de contenants qui étaient retournés également en région. Donc on a 85 millions de bocaux qui sont produits et vendus localement. Combien vont être retournés potentiellement. Donc nous avons effectivement exclu les emballages qui sont vendus hors région. Donc ça, on l'a déjà exclu dans les 85,6 millions. Nous avons exclu les bocaux qui sont vendus en restauration hors domicile et en autoconsommation, qui représentent à peu près 20 millions de bocaux quand même, sur notre gisement de 85,6 millions. Et nous avons considéré que les emballages sont rapportés sur la même commune que le point d'achat ou de vente par le consommateur. Donc pas forcément via le même distributeur ou via le même point de collecte, mais nous avons considéré qu'effectivement, si un consommateur était à Dijon et qu'il avait acheté un contenant potentiellement réemployable à Dijon, il allait le ramener à Dijon, et pas dans une autre commune voisine, où que les flux allaient potentiellement s'équilibrer. Nous avons estimé également le taux de retour à peu près 60%. Donc le taux de retour qui consiste à estimer le taux de contenants qui sont potentiellement retournés par les consommateurs suivant l'achat. Donc, considérant tous ces éléments, nous avons pu estimer à 39 millions de bocaux retournés par an en région. Donc il s'agit des bocaux produits localement, vendus localement et qui sont retournés en région. Donc on a un petit peu de temps pour passer aux questions. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions dans ce domaine. Alors, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans l'onglet questions pendant qu'on répond à la première. Donc la première, Adrien, c'était quel est le matériau des étiquettes adhésives, papier ou plastique? Alors, le matériau des étiquettes n'est pas forcément intéressant, n'est pas forcément critique. Ce qui est important, c'est la colle qui va servir à cette étiquette. Donc, il peut y avoir des étiquettes plastifiées. L'important, c'est d'avoir une colle qui soit hydrosoluble ou lavable. Voilà. Donc, c'est vraiment la colle qui va déterminer cet aspect-là, même si l'étiquette est filmée ou avec une reliure ou avec une dorure ou autre. C'est vraiment la colle qui fait l'interface entre cet aspect-là et qui va conditionner le potentiel réemploi de l'étiquette, du contenant, pardon. À savoir qu'on va en parler un petit peu plus tard dans le webinaire. Donc, s'il y a d'autres questions sur ce point-là, on y répondra peut-être après. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Si ce n'est pas le cas, on va continuer. On a une deuxième question. Avez-vous traité les bouteilles? Alors non, on a fait le choix de traiter uniquement les bocaux, parce qu'aujourd'hui, il existe déjà des initiatives sur les bouteilles, que ce soit dans la région ou hors région. Donc en région, on a un acteur J'aime mes bouteilles qui est déjà présent sur ce secteur-là. Et il faut quand même savoir qu'il y a des synergies possibles entre les deux initiatives, des enseignements qui seront les mêmes. Donc, nous, on est vraiment spécialisés sur les bocaux dans le cadre de cette étude, mais il y a des enseignements qui sont les mêmes et on travaille aussi main dans la main avec J'aime mes bouteilles sur cette réflexion de filière de réemploi. Très bien, écoutez, je vais continuer sur la suite. Donc, sur la base de cet état des lieux, nous avons pu ensuite définir un certain nombre de scénarios qui se posent comme suit. Donc, on a pris un premier scénario qui consiste en la mise en place d'une laveuse centralisée en région avec différents points de massification visant à collecter l'ensemble des bocaux vers cette laveuse unique centralisée en région. Donc c'est le scénario 1. Un second scénario qui consiste en l'implantation de plusieurs laveuses fixes réparties en région en fonction du gisement. Et un troisième scénario qui consiste en l'implantation ou plutôt l'utilisation d'une ou plusieurs laveuses mobiles qui se déplaceraient en région
en fonction du gisement collecté. Il s'agit plutôt d'un scénario évolutif avant l'achat d'une laveuse fixe, mais voilà, ce scénario nous a semblé effectivement intéressant à considérer de façon à pouvoir évaluer ou étudier la phase, on va dire, de transition avant éventuellement un passage vers le scénario 1 ou le scénario 2. Donc le premier scénario consiste à l'implantation d'une unité de lavage centralisée au sud-est de Dijon, donc point que nous avons effectivement choisi en fonction du barycentre pondéré des gisements de bocaux collectables sur la région. Donc ce point jaune que vous voyez au sud-est de Dijon correspond à cette unité de lavage centralisée. Unité de lavage qui est constituée de 2 machines plus une de secours, de 20 millions de bocaux par an, par machine, avec une inspectrice robotisée. Inspectrice qui va permettre effectivement de vérifier que à la sortie du lavage, le contenant est propre, sans défaut, sans casse, sans abrasion, et voilà, qu'il est prêt à être réintégré dans le système comme un bocal neuf. Globalement, les petits points rouges ou oranges que vous voyez sur la carte correspondent à des communes où on a potentiellement un gisement de bocal captable. Donc on va le capter, le collecter et le massifier dans différents points, les points violets que vous pouvez voir qui correspondent aux points les plus centraux. Donc on a une dizaine de points de massification. Et ensuite les communes qui sont reliées par les plus courts chemins par la route, de façon à collecter et massifier ces points-là, par exemple vers Auxerre, avant de pouvoir transiter les bocaux collectés vers notre unité de lavage à Dijon, avec des camions qui sont optimisés et bien remplis. Donc on a considéré des camions de 90 mètres cubes, ce sont des semi-remorques, remplis de bocaux qui font les trajets, par exemple, entre Auxerre et notre point de massification pour le lavage. Nous avons intégré le retour vers le producteur dans nos calculs et nos interprétations et notre analyse. Nous n'avons pas considéré de reverse logistique à ce stade-là, puisque la collecte et les industries agroalimentaires sont parfois délocalisées ou implantées à différents endroits. Donc nous massifions au niveau du centre Dijon, puis nous redispatchons les stocks sur les points de massification, les stocks propres sur les points de massification en fonction de l'implantation des producteurs. Au niveau du deuxième scénario, donc il s'agit de l'implantation de plusieurs unités de lavage en région. Donc on garde un petit peu le même schéma, sauf que nos points de massification précédents se transforment en points de lavage. Donc par exemple à Auxerre ou à Chalon-sur-Saône, nous avons un point qui sert de massification et de lavage, dans lequel une unité sera implantée avec une capacité d'environ 6 millions de bocaux par an, par machine, avec une inspectrice par unité. Nous avons une plus grosse unité à Montbéliard qui nous avons fait le choix effectivement de fusionner Belfort et Montbéliard. Nous avions des stocks relativement similaires sur ces communes-là. Et nous avons fait le choix effectivement de fusionner ça, et donc Montbéliard se retrouve avec effectivement un gisement plus important, donc avec une unité estimée à 10 millions de bouteilles par an, plus une inspectrice également. Donc nous avons des camions plus petits qui font les trajets vers l'unité la plus proche, de façon à collecter les gisements, donc tous les petits points rouges, vers notre point de massification. Et nous avons également intégré des rééquilibrages de stock. Par exemple, si on a beaucoup de bocaux collectés à Auxerre, de pouvoir les renvoyer vers Lons, par exemple, ou vers le sud-est du département, vers une zone où on a plus d'industries agroalimentaires qui ont besoin de bocaux. Au niveau du troisième scénario,
Nous avons travaillé effectivement à identifier l'ensemble des communes qui disposaient d'un gisement de plus de 300 000 bocaux par an. Donc nous avons identifié 27 points ou 27 communes dans la région qui disposaient dans cette commune d'un gisement ou d'un stock de à peu près 300 000 ou plus de 300 000 bocaux par an. Donc on a effectivement plusieurs points. Nous avons regroupé les points qui étaient les plus proches pour éviter effectivement de collecter des zones qui étaient trop proches les unes des autres. Et nous avons toujours ce petit maillage du coup qui se réduit de collecte et vers ce point de massification. Donc les points qu'on voit ici comme Nevers, Avallon, Auxerre, Migène, Sens, Autun sont des points qui servent de collecte massification dans lequel la laveuse mobile va se déplacer pour laver lorsque le gisement ou le stock sera suffisant dans cette zone-là. Donc effectivement, dans ce scénario-là, il y a une gestion de stock, une gestion du gisement qui est importante, de la logistique. Nous avons effectivement considéré la circulation de cette machine et l'intervention sur une durée minimum de 4 jours de lavage. Donc globalement, la machine est utilisée une semaine par point et va se déplacer en fonction du stock et du gisement qui va pouvoir arriver. Donc elle va potentiellement pouvoir faire plusieurs allers-retours à Dijon avant d'aller à Monceau, avant de revenir potentiellement à Dijon, avant de nouveau d'aller à Autun, etc. De façon à aller sur le point de lavage quand le gisement est cohérent avec la durée minimum de lavage, c'est-à-dire 4 jours. Le retour vers le producteur est intégré du coup dans la logistique de la laveuse. Pareil, on a considéré qu'on pouvait intégrer dans cette unité de lavage mobile une collecte de contenants propres pour pouvoir les renvoyer ou les échanger dans différents autres points de façon à pouvoir laisser dans ces différents points clés des bocaux propres et lavés. Voilà globalement pour les 3 scénarios qui ont été étudiés. Donc nous avons étudié les caractéristiques techniques et économiques et les caractéristiques environnementales ou les impacts environnementaux avec le bilan carbone, en servant du bilan carbone comme un indicateur. Au niveau du coût, de l'analyse économique, nous avons calculé le coût moyen pour un lavage, le stockage et le transport pour chacun des scénarios. Donc pour le scénario 1, on arrive à peu près à un coût de 2 centimes d'euros par bocal pour un lavage, le stockage et le transport. Pour le scénario 2A, on est à peu près à 3,5 centimes d'euros par bocal. Et pour le scénario 3, on est plutôt entre 10 centimes et 12 centimes d'euros par bocal en fonction du nombre de laveuses qui circulent sur le territoire. Donc on a considéré effectivement sur ce scénario 3 un gisement beaucoup plus faible, et donc il est difficilement comparable, les chiffres sont difficilement comparables par bocaux, puisque sur le scénario 1 ou 2A, on est plutôt sur un gisement de 38 millions de bocaux, ce qui n'est pas réaliste avec le scénario 3, sinon on aurait effectivement beaucoup trop de laveuses, plus de 70 laveuses qui circuleraient sur le territoire. Donc ce scénario 3 est effectivement un peu plus important en termes de coût, en lien avec effectivement le gisement plus faible et les déplacements de la laveuse. Il faut préciser également que nous avons considéré qu'un seul lavage, d'après les retours d'expérience qu'on peut avoir au niveau du lavage des contenants, en fonction de la durée entre la collecte et le lavage, il peut y avoir certaines difficultés en lien avec le lavage qui peut nécessiter un ou plusieurs lavages. Donc si on a effectivement 2 passages dans la laveuse parce que les bocaux mettent trop de temps à être collectés ou lavés, les coûts augmentent pour le scénario 1 ou le scénario 2. Globalement, c'est le scénario 1 qui est effectivement le plus intéressant d'un point de vue économique, avec un poste de lavage qui est moins important puisque nous avons une unité centralisée et massifiée. Si on regarde le détail donc sur les graphiques de droite, le détail de ce coût du lavage par contenant,
on s'aperçoit qu'effectivement, c'est le temps homme ou le coût homme qui apparaît comme étant l'aspect le plus important de cette analyse économique, suivi par l'investissement en termes de lavage et la location des locaux. Voilà, globalement sur ces aspects économiques. Nous avons ensuite étudié la comparaison d'un scénario usage unique par rapport à un scénario réemployable. Alors si vous regardez le graphique en haut, il s'agit de la dépense cumulée en termes d'achat pour un producteur. Donc, si on se place côté producteur, un producteur qui achète un bocal pour son cycle de production. Donc, par exemple, s'il a un cycle de production annuel, il va acheter un bocal chaque année, un bocal à usage unique qu'on a estimé classiquement à 30 centimes par bocal. Donc, il l'achète chaque année et chaque année, il va dépenser 30 centimes donc par cycle de production et il va dépenser 30 centimes au fur et à mesure. L'achat d'un bocal réemployable est bien évidemment plus important, donc nous avons considéré ici 1,2 €, donc coût raisonnablement important. Donc effectivement, le coût d'achat est plus important, mais devient concurrentiel après le quatrième cycle d'utilisation, la quatrième année, si c'est un cycle annuel pour le producteur. Donc après 4 cycles, après 4 ans, c'est plus intéressant pour le producteur d'avoir un contenant réemployable que d'un contenant à usage unique. Maintenant, si on regarde l'équilibre global à l'échelle de la filière, il faut également considérer qu'un certain nombre de contenants sont mis sur le marché et ne sont pas récupérés par le réemploi ou notre filière de réemploi. C'est ce qu'on avait parlé de taux de retour tout à l'heure. Ce taux de retour va effectivement affecter de manière significative notre équilibre global, puisqu'on va acheter peut-être 38 millions de bocaux réemployables à mettre sur le marché, à 1 € pièce, mais par contre on va en récupérer que la moitié tous les ans. Donc à l'échelle régionale, cet équilibre financier est quand même beaucoup plus important à considérer. Et donc on a pu estimer que si on considère un taux de perte de l'ordre de 16%, c'est-à-dire que si on met sur le marché, on produit et on vend localement 85 millions de bouteilles, mais qu'on en récupère 72 millions, alors le scénario de réemploi devient plus intéressant dès le 10e ou le 12e réemploi du bocal. Au niveau de l'analyse environnementale, donc comme je mentionnais tout à l'heure, on a choisi le bilan carbone pour évaluer cet impact environnemental en considérant effectivement les concentrations, enfin les consommations d'eau, les consommations de produits lessiviels, les consommations énergétiques, etc. Mais en rapportant tout ça en grammes de CO2 par contenant. Donc le scénario 1 effectivement présente le bilan environnemental au bilan carbone le plus défavorable en lien avec le transport, puisqu'on a effectivement des flux importants de transport en lien entre les différents points de massification vers le point central. Le scénario 2 est plus intéressant. Et vous pouvez voir sur le graphique côté droit la répartition de ce bilan carbone par contenant en fonction des différents points de massification. Donc vous voyez sur l'avant-dernier bâton à droite, le point par exemple sur Auxerre, donc Auxerre qui est le point le plus excentré par exemple de notre point de lavage, a des coûts ou des impacts en lien avec le transport et la massification et la collecte de ces contenants qui sont plus importants que les bocaux qui sont collectés à Dijon par exemple. De la même manière, nous avons comparé ce scénario réemploi avec un scénario d'un contenant à usage unique qui serait recyclé classiquement.
Donc là, c'est principalement le poids qui va conditionner la chose. Donc notre bocal à usage unique qui pèse à peu près 124 grammes et notre bocal réemployable de 240 grammes. Nous avons du coup pu comparer effectivement ces scénarios, usage unique par rapport aux différents scénarios, et le bilan en faveur du réemploi, bilan environnemental, est favorable au réemploi dès la 3e ou la 8e utilisation en fonction du scénario étudié. Donc pour ce calcul-là, nous avons considéré le remplacement et la prise en compte des bocaux qui n'étaient pas retournés. C'est-à-dire qu'on met sur le marché 85 millions de bocaux et on en récupère seulement 39 millions. Donc 46 millions se retrouvent non retournés et donc ils sont recyclés et donc ils comptent également dans le bilan global des émissions de notre bilan en réemploi. On a considéré également une perte additionnelle de 5% qui intervient pendant le lavage ou la collecte des contenants en lien avec la casse ou les différents défauts qu'il pourrait y avoir. Et donc on s'aperçoit effectivement que le poids du contenant a une influence importante sur ces résultats. D'où l'importance effectivement de minimiser le poids des contenants. Voilà pour cette synthèse. On a pas mal de questions, donc je vous remercie déjà pour toutes ces questions. Il y en a beaucoup qui sont pertinentes, donc on va prendre quelques minutes pour y répondre. Ne vous inquiétez pas, si on n'a pas le temps de répondre maintenant, on y répondra à la fin du webinaire. Alors, une première question, Adrien, sur la partie reverse logistique, qui porte surtout sur les entrepôts de stockage. Est-ce que les points de massification peuvent être les entrepôts de stockage des distributeurs ? Alors oui, là on n'est pas rentré dans un détail impératif dans lequel on a fixé ou imposé les points de massification. Plusieurs options sont possibles sur les points de massification. Ça peut être très bien des distributeurs, ça peut être des plateformes logistiques classiques, ça peut être des plateformes mises à disposition par les collectivités territoriales, ça peut être il y a plusieurs typologies de plateformes qui peuvent être utilisées ou possibles en fonction de la dynamique locale et territoriale. Merci. On a une autre question sur les exigences, notamment réglementaires, sur tout ce qui va être question de qualité, sécurité, hygiène alimentaire en sortie de lavage. En fait, ce sont les mêmes que pour des contenants propres. Il y a les mêmes exigences pour avoir le même niveau de garantie d'un point de vue sanitaire. La question suivante est sur les emballages en verre qui sont considérés. Alors, dans le cadre du projet, pour rappel, on est vraiment sur les bocaux, mais il y a des enseignements qui sont quand même communs à différents types d'emballages, donc que ce soit bouteille ou flacon. Et comme je le rappelais, il y a d'autres initiatives qui existent en région, notamment sur les bouteilles avec J'aime mes bouteilles. Adrien, on a une question sur les inspectrices robotisées. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ce que c'est ? Alors une inspectrice, c'est vraiment un dispositif ou une machine qui est mise en place à la sortie de l'unité de lavage, qui va par reconnaissance optique le plus souvent identifier les bocaux et à inspecter la surface de manière visuelle avec reconnaissance effectivement visuelle, identifier s'il y a des défauts sur le bord du contenant. Donc il peut y avoir, effectivement, elle va identifier si le contenant est fêlé, si la surface de l'ouverture du bocal présente une abrasion ou est bréchée, ou s'il y a des résidus d'étiquette ou des résidus d'aliments, par exemple, dedans. Et en fonction de ça, l'inspectrice va déclasser ou écarter le bocal de la ligne ou du process qui suit. Merci Adrien. On va prendre encore une ou deux questions avant de poursuivre. On a une question sur la traçabilité organisée sur le lavage des bocaux. Alors c'est une très bonne question. C'est effectivement important qu'on puisse mettre en place de la traçabilité pour s'assurer qu'un bocal ne va pas faire 180 lavages. Je donne un chiffre extrêmement grand juste pour la valeur de l'exemple. En revanche, on n'a pas besoin d'avoir un niveau de traçabilité qui va
permettre à un bocal d'aller uniquement vers un seul industriel. L'objectif, c'est que les bocaux puissent être redispatchés entre plusieurs industriels, mais qu'on puisse tout de même suivre le nombre de cycles de lavage qu'ils auront subis. Tu me corriges ou tu me complètes, Adrien, si besoin. Oui, tout à fait, hein. On peut voir sur l'initiative, par exemple en Allemagne, le marquage laser, on en reparlera un petit peu plus tard. Il peut y avoir un marquage laser d'un petit point ou d'un petit marqueur sur le bocal, de façon à identifier le nombre de lavages que le bocal a effectué. Et de la même manière que l'inspectrice va pouvoir identifier les bocaux avec présentant des défauts, l'inspectrice pourra également identifier le nombre de points, c'est-à-dire le nombre de fois où ce bocal a été a circulé ou a été réemployé, et l'exclure éventuellement en fonction des préconisations ou des spécifications du fournisseur, qui va peut-être s'engager ou mentionner que le contenant est réemployable pour 10, 20 ou 15 utilisations, par exemple. On va répondre à une dernière question sur cette partie et on gardera les autres pour la fin pour ne pas prendre de retard, mais vous inquiétez pas, on reviendra dessus. Donc si je les prends par ordre d'arrivée, pourquoi cet écart de prix entre le bocal à usage unique et le réemployable? Alors, on ne va pas être sur le même cahier des charges, parce que là, on a besoin pour du réemployable d'un bocal qui va pouvoir tenir dans le temps, subir des traitements thermiques et des lavages. Donc, il faut un bocal qui soit très résistant. Donc, le verre sera un petit peu plus épais, ce qui va impacter forcément le prix de ce bocal. Adrien, je ne sais pas s'il y a d'autres points dans le cahier des charges qui peuvent affecter le prix. Non, c'est principalement effectivement ça. Voilà pour cette question. Donc on va continuer, mais vous inquiétez pas, je note les autres questions qui ont été mises dans le chat. Méline, je te laisse la parole, c'est toi qui fais la partie suivante. Oui, ça marche, merci. Donc en parallèle de cet état des lieux et du début de cette analyse technique, on s'est intéressé aussi à la question des consommateurs et des habitants, qui font partie du système et qui sont un maillon nécessaire au fonctionnement du réemploi. Et donc notre objectif, ça a été déjà d'aller à leur rencontre pour mieux les connaître, mieux comprendre leurs habitudes, où est-ce qu'ils font leurs courses, pourquoi et comment ils les font. Ce qui nous permet aussi de définir, en quelque sorte des critères ou des choses auxquelles on devra faire attention au fil de l'étude et pour la mise en œuvre éventuellement d'un système de réemploi. Et cette première étape, parce qu'il y a eu en fait 2 étapes d'intégration des consommateurs. Cette première étape qui était sous forme d'entretien, elle nous a permis déjà de préconstruire des scénarios. Donc déjà en discutant avec eux, de déterminer un certain nombre d'étapes, par lesquelles on pourrait passer pour, que le consommateur retourne le contenant, de manière pratique et s'intégrer à ses habitudes. Donc, comme je le disais, la première étape, ça a été de faire des entretiens. Donc j'utilise le mot entretien, mais d'habitude, j'aime bien dire qu'on a plutôt des conversations avec, les usagers plutôt que des entretiens. C'est pas une interrogation. L'idée, c'est de les laisser s'exprimer sur un sujet. Donc on a réussi à réaliser, 13 entretiens. Ce qui était important pour nous, c'est que ce soit forcément des habitants de la région et forcément des personnes qui passent à un moment donné par, les grandes ou moyennes surfaces, parce que ça a été notre axe, principal, d'étude. Donc on s'est fait des critères, de recrutement pour, composer notre panel, d'usagers. Donc on avait des personnes qui, faisaient leurs courses en drive, des personnes qui faisaient leurs courses sans drive de manière plus, traditionnelle et des personnes qui, consommaient aussi en épicerie vrac. Alors pourquoi je mentionne le drive? C'est, d'une part parce qu'on a remarqué que c'était, un usage qui était peu étudié, qu'on a peu dans les études qui sont aujourd'hui disponibles, à la lecture et qui nous ont permis de démarrer, l'étude de faisabilité. Et donc les comportements spécifiques au drive sont intéressants aussi à creuser et à capter. Et après, on a eu des critères de recrutement qui nous permettaient d'atteindre différentes tranches d'âge aussi.
pour essayer de balayer assez large la population. Tout simplement, avoir des personnes qui font leurs courses et réussir à avoir différentes manières de faire les courses. Pour, recruter ces personnes-là, on a été, épaulés par la Foodtech qui, s'occupe d'animer, des communautés citoyennes autour des sujets d'alimentation et qui nous a permis de recruter, une, bonne majorité de nos participants en allant sur le terrain, en allant dans des enseignes et des épiceries pour réussir à, récupérer des contacts et des personnes volontaires pour répondre à quelques questions. Et on a aussi diffusé un appel à volontaires sur nos réseaux, ce qui nous a permis donc de regrouper, les fameuses 13 personnes. Donc pour avoir une idée un petit peu des personnes avec lesquelles on a discuté, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a une population qui est assez jeune. Les volontaires qu'on a, eus en entretien, en majorité, avaient entre 25 et 30 ans et après c'était assez, diffus à partir de 30 ans, mais on a eu des personnes jusqu'à, plus de 40 ans. On a eu des familles avec enfants, mais aussi des couples sans enfants. Ça, c'était important pour nous aussi pour, comparer les critères de choix, des lieux des courses et des produits. Et vous voyez qu'on a eu plus de couples sans enfants que de familles et de personnes seules. Sur la droite, on voit qu'on avait, principalement des personnes qui étaient très, très sensibilisées à la question de l'environnement. Effectivement, les personnes qui ne le sont pas forcément sont moins intéressées, pour participer à l'étude et répondent, moins présents, pour ce genre d'intégration. Et on avait un partage assez, équilibré entre des personnes qui vivent, en centre-ville, donc principalement Dijon, par exemple, et des personnes qui vivent plutôt, à la campagne ou en milieu rural. Ces différents critères, enfin ce panel, il est important de comprendre qu'il y a des limites aussi au recrutement des participants, dans le sens où on voit très franchement des tendances. Ben, voilà, on a des personnes qui sont, extrêmement intéressées par la question de l'environnement, on a des familles ou des couples, on a, un, une, une catégorie plutôt jeune, enfin plutôt en dessous de 35-30 ans. Ça vient du fait que, la thématique aujourd'hui, elle sensibilise et elle intéresse, certaines personnes, un certain public. Aussi qu'on est passé par des réseaux sociaux pour l'appel à volontaires, ce qui peut aussi contraindre, les différents répondants. Mais à noter aussi que parmi ces 13 personnes qui ont répondu présentes aux entretiens, on a eu 12 femmes. Ce qui peut être vu comme une limite, mais qui aussi ce sont des critères, qui sont assez révélateurs aussi d'une certaine population intéressée par le sujet. Voilà. Donc c'est à la fois une limite, mais c'est aussi il faut être conscient en tout cas de cette limite et de pourquoi on a eu ces répondants-là. Donc ce qui ressort, des différentes discussions qu'on a eues, avec ces personnes. Donc on a, divisé en 2, on va dire, «l'entretien» entre guillemets. On a parlé d'une part de comment chaque personne fait ses courses, à quel endroit, pour quelles raisons, comment elle s'organise et petit à petit, on est allé de plus en plus vers le sujet du réemploi pour comprendre ce que le réemploi, évoque chez chacune de ces personnes et comment ils se projettent avec cette idée-là. Donc au sujet des courses, déjà, on remarque que la plupart des répondants, font leurs courses dans des endroits qui sont choisis précisément. Donc ça veut dire qu'on a des critères de choix pour le lieu des courses. Donc les personnes faisaient leurs courses en sachant qu'elles allaient trouver les produits qu'elles cherchaient dans ces endroits-là. Donc ça passe à la fois, pour les grandes surfaces, par exemple, on sait qu'on y va parce qu'il y a des produits qu'on ne trouvera pas ailleurs. Ça passe aussi par le choix du bon drive. Si je fais mes courses en drive, je vais choisir, ce drive-là parce que, au moment de récupérer mes courses, il ne donne pas de sac ou alors celui-ci parce qu'il me donne des sacs, mais au moins des sacs en papier. Donc on a quand même des critères qui sont très précis et qui vont induire le lieu où je vais aller faire mes courses. Ensuite, on se rend compte que sur toutes les personnes qui nous ont répondu, enfin avec lesquelles on a discuté, aucune ne fait, spécifiquement le déplacement pour les courses. C'est toujours un déplacement qui est prévu, soit qui est déjà prévu, un déplacement qui est, quotidien ou hebdomadaire pour aller au travail, pour aller poser les enfants à l'école, par exemple et on en profite pour aller faire les courses. Mais aucune des personnes ne se déplace exprès,
pour les courses. Ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a discuté de la routine, au moment de rentrer à la maison une fois que les courses sont terminées. Et là, on se rend compte qu'il y a une perte de temps qui est assez, commune à tout le monde, enfin toutes les personnes qui ont participé encore une fois. C'est, la perte de temps au moment où je range les courses. Pour ceux qui vont, par exemple en épicerie vrac, donc ils ont, leur, sac à vrac ou, des tupperwares par exemple, dans lesquels ils vont, mettre leurs produits et les acheter et une fois arrivés à la maison, je change encore de contenant pour le mettre dans un par exemple un bocal en verre qui reste à la maison. Donc en fait, on a une redondance de gestes qui finalement fait perdre du temps. On a une autre perte de temps aussi qui peut arriver, c'est, pour ceux qui font leurs courses, pas forcément en vrac, le moment où j'arrive à la maison et où je range les courses, je vais, déballer, je vais tout déballer, je vais jeter les emballages et en fait, on va tout de suite avec, juste ce moment-là des courses, remplir, la poubelle de tri, remplir la poubelle d'emballage et avoir besoin de tout de suite la vider. Donc là aussi, on a une perte de temps qui est directement, impactée par, les emballages. Et enfin, 2 derniers points, on se rend compte qu'au moment de faire les courses, souvent on achète la même chose. On a des habitudes d'achat, mais on a des habitudes sur les produits qu'on va sélectionner. Souvent on fait les courses, en très peu de temps, enfin on essaye d'aller au plus vite possible et on sait, comment, le magasin est organisé, comment, c'est rangé, donc on va droit au but et on sait quel produit on veut. Par contre, évidemment, il y a, des habitudes d'achat, mais on s'autorise quelques plaisirs pour les enfants, souvent et aussi pour des produits, voilà, qui sortent un petit peu des critères qu'on s'était donnés, au départ en allant faire les courses. Par contre, ce qui est commun à tout le monde, même si on a tous ces critères-là, ces différents choix, il est clair que le produit passe avant. C'est-à-dire qu'en termes de critères, l'aspect local et la qualité du produit, c'est des choses qui m'ont été citées pour, plus de la moitié des participants, en critère principal. Donc en fait, on a, des choix au moment de faire les courses, qui vont être influencés vraiment par le produit. Je vais privilégier le produit, soit parce que je sais que c'est celui que je préfère, soit parce qu'il est bon, soit parce que c'est celui-là que j'ai l'habitude d'acheter. Tac. Ce qui veut dire, qu'a priori, le réemploi pourrait être proposé sur des produits déjà consommés, dans le sens où si le produit passe avant, ça va être très compliqué de faire changer le choix de produit aux consommateurs qui sont déjà habitués. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que parmi tous les lieux fréquentés pour faire les courses, hem, quand les personnes me citaient des enseignes, il y a certaines enseignes qui proposaient effectivement le réemploi. Enfin, en tout cas, on sait que sur papier, ils le proposent et qu'il y a des produits qui sont réemployables. Pour autant, ces personnes-là n'en avaient jamais repéré, n'en avaient jamais, consommé et donc ne savaient même pas que le réemploi était parfois proposé. Donc là, c'est un gros point d'attention aussi sur aujourd'hui, sur le réemploi existant, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui n'est pas optimal, pour ensuite nous éviter de reproduire peut-être, des erreurs de compréhension ou des erreurs de communication ou voilà, un système, pas forcément toujours optimal, dans notre, étude, Circuvert BFC. Et ensuite, j'accélère un petit peu, mais sur la deuxième partie de l'entretien, on a discuté plutôt du réemploi et de la projection du réemploi et on a utilisé le mot «consigne» pour voir ce qu'il évoquait, chez, chacun des participants et là, on se rend vite compte que le mot «consigne», il fait tout de suite référence à un imaginaire qui est, rattaché à du monétaire, à de l'argent. Donc quand on demande d'expliquer, ce que c'est, la consigne, on est tout de suite en train de discuter d'un échange monétaire, ce qui peut être, pour certains motivant, mais ce qui peut être aussi, un frein pour d'autres. Bien sûr, c'est de l'argent qu'on récupère, mais ça reste de l'argent à avancer. Même si parfois c'est un faible montant, il y a quand même la symbolique de l'argent qui est présente, quand on parle de consigne et donc c'est intéressant de se demander aussi comment on peut faire de la consigne sans échange monétaire? Est-ce qu'il n'y a pas une autre valeur à questionner plutôt que celle de l'argent? Heu, Sachant que, parmi les participants, on sent bien qu'il y a une tendance, positive de prendre le courant du réemploi. Donc tous, très intéressés et prêts
à s'adapter et à changer quelques habitudes si c'était pour le bien de l'environnement ou au moins pour le respect du producteur qui fera l'effort de mettre ça en place. Donc on a cette tendance qui est positive et on a déjà une motivation qui est existante. Pour les plus sensibilisés à l'environnement, c'est vrai que la question du coût écologique du réemploi revient énormément. Donc on a remarqué ça pour les personnes qui étaient déjà dans une démarche très avancée, une démarche environnementale très avancée. Ces personnes-là se posent des questions quand même sur l'impact du réemploi par rapport à l'impact du lavage, notamment la présence de détergents chimiques, de la quantité d'eau utilisée pour laver, surtout si c'est pré-lavé par le consommateur. Et on a aussi des questions d'impact au niveau du transport, puisque ça leur donne l'impression que le bocal va être transporté plusieurs fois, des fois rempli, des fois vide. Et donc, on a ce besoin d'être rassuré ou en tout cas informé sur les chiffres et l'impact de du réemploi versus le recyclage, par exemple. Donc on a quand même beaucoup de craintes qui ressortent des entretiens. On en a évoqué certaines, mais on peut aussi se lister, notamment la conservation, si on parle vraiment du réemploi et son impact sur le produit, qui est contenu. Donc des questions sur la conservation pour toutes les personnes qui achètent, par exemple, des produits laitiers ou qui achètent même, du lait, pour, les enfants en bas âge, les bébés. On a quand même des critères, très particuliers et donc j'ai eu des personnes qui se posaient la question: «Est-ce que, d'acheter du lait contenu dans un contenant en verre, est-ce que ça change quelque chose sur la conservation du lait par rapport à une brique Tetra Pak?» par exemple. On a eu des questions aussi qui sont plutôt liées à la taille du bocal, ce qui implique du coup la proportion du produit que j'achète. Par exemple, si j'achète de la crème, mais je vis toute seule ou qu'on est 2, acheter un gros pot de crème, ça va peut-être m'être moins utile que des plus petites quantités. Et en fait, le réemploi, on voit qu'il vient avec cet imaginaire aussi de grosses quantités. On imagine des contenants qui sont réemployables, mais sur, du, 500 grammes, 1 kilo, par exemple. Et ce qui là s'adapte pas forcément aux aux couples, mais ça peut même être des colocations, par exemple, de 2 personnes ou une personne seule. Là, on sera moins adapté, en termes de proportion. Donc il y a cette crainte-là aussi, d'acheter des choses, mais qui sont, en trop grosse quantité et de laisser «moisir» entre guillemets le produit acheté. Et bien sûr, troisième crainte, c'est le poids des bocaux. Pas seulement pour les personnes qui font leurs courses à vélo, aussi pour les personnes qui sont en voiture parce qu'à un moment donné, on est tous obligés de porter nos courses. Donc le poids des bocaux, il est aussi, très important, du point de vue consommateur. Et pour faire le parallèle, on a quand même, des points, positifs, hein, des intérêts, des points forts qui ressortent, de ces discussions avec les consommateurs. On se rend compte notamment que de parler d'un, produit qui est contenu dans du verre, c'est un «gage de qualité» entre guillemets. Ça évoque en tout cas des plats préparés, des plats cuisinés éventuellement par des restaurants. Ça nous permet aussi de voir à travers le contenant, donc de voir ce que je suis en train d'acheter, de voir à travers. Et du coup, c'est aussi un gain de temps, pour tous ceux qui transfèrent d'un bocal à l'autre à la maison ou tous ceux qui, se débarrasseraient des emballages, une fois arrivés à la maison. D'avoir le contenant, «définitif» entre guillemets, c'est aussi un gain de temps. Donc ça, c'est des arguments sur lesquels on peut aussi s'appuyer pour donner envie d'aller vers du réemploi du côté du consommateur. On n'est pas, nécessairement obligé de s'appuyer sur les arguments écologiques parce que ça, on va les connaître, entre guillemets, mais sur des arguments très pratiques, ça peut être, très moteur aussi. Est-ce que, On a déjà effectivement quelques questions. Bon, déjà pour préciser, effectivement, vous aurez accès au replay et au support de présentation dans les jours ou semaines qui viennent, donc pas d'inquiétude là-dessus. Sur les questions, il y en a une notamment, qui est assez intéressante. Heu, Combien de contenants les consommateurs utilisent en moyenne? Alors nous, on n'est pas sur une expérimentation, donc on ne peut pas donner de chiffres là-dessus. En revanche, c'est une vraie question qui se pose, cette question du poids et du volume à transporter en aller-retour et que les consommateurs ont mis en avant. Méline, tu l'as dit ouais. sur la dernière slide, qui est un point, voilà, de le poids des bocaux, une crainte évoquée effectivement par les consommateurs. Mmh.
Alors, sachant que là, on ne pourrait pas donner de chiffres sur les bocaux que les consommateurs s'imaginent acheter, mais par contre, c'est intéressant de voir qu'on n'est pas forcément sur des produits très quotidiens, ou en tout cas qui ne sont pas consommés quotidiennement. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais on va être sur des grosses quantités de produits laitiers, on va être sur du miel, on va être sur certains des produits secs, mais c'est tous des produits qu'on consomme quand même sur la durée. On n'est pas sur des produits qu'on aura besoin d'acheter toutes les semaines potentiellement. Donc ça étale la consommation et potentiellement ça étale aussi le retour de bocaux. Donc au niveau du retour, on aura peut-être, on le verra après, mais on ne ramène pas forcément tous les bocaux d'un coup puisque la consommation, elle est étalée sur le temps. Tout à fait. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On va continuer sur les présentations, mais on reviendra sur la partie consommateur un petit peu plus tard. Alors là, on veut vous présenter le travail sur les groupes de travail qui ont lieu. Donc en fait, c'était important pour nous, une fois qu'on avait toute cette base sur l'état des lieux, les attentes des consommateurs, les attentes et les opportunités qu'on pouvait avoir en région sur la partie plus industrielle, de mettre ces acteurs autour de la table pour travailler ensemble sur plusieurs choses. Donc tout d'abord, les intégrer dans la réflexion autour des scénarios pour qu'on propose un scénario qui soit effectivement adapté aux acteurs de la région. Ça voulait dire aussi collecter les retours pour nourrir la réflexion, en fait, qu'on ait vraiment une réflexion qui soit globale, qu'on n'oublie pas des aspects importants dans le quotidien de ces acteurs, et puis proposer in fine un scénario qui soit cohérent à notre région, ses spécificités, la spécificité de ces acteurs. Donc pour travailler avec les professionnels, donc que ce soit les industriels, des distributeurs ou autres, on a travaillé en 2 temps. Un premier groupe de travail qui a eu lieu le 10 septembre, dont l'objectif était vraiment de présenter les résultats jusqu'à là du projet pour qu'ils aient une base solide de réflexion et leur présenter les 3 scénarios pour qu'ils puissent discuter dessus et puis les challenger. À l'issue de ce premier groupe de travail, on a sélectionné un scénario qui a été retravaillé lors du deuxième groupe de travail, le 24, avec, en plus de ce scénario, les informations qu'on aura pu récolter sur les consommateurs pour vraiment avoir une continuité dans la réflexion sur toute la chaîne de valeur, donc de la production au consommateur jusqu'au réemploi, donc ramener les contenants jusqu'au producteur. Donc on a vraiment eu des participants une vraie diversité dans la typologie des participants, donc des distributeurs, des industriels, des acteurs du réemploi, des acteurs représentant de la filière au niveau local. Et de ces groupes de travail, il est ressorti plusieurs enseignements. Donc tout d'abord, le premier groupe de travail, comme je vous le disais, nous a permis de présenter l'avancée des travaux et les différents scénarios pour les challenger et les travailler, afin d'en sélectionner un qui nous semblait le plus adapté. Les différents acteurs qui ont participé se sont mis d'accord sur 2 postulats qui leur semblaient vraiment indispensables pour avancer dans leur réflexion. Donc tout d'abord, que les pots étaient standardisés. Donc tous les pots pour une même contenance seraient exactement les mêmes, on n'aurait pas de pots différents en fonction de tel ou tel industriel, et que les garanties d'hygiène étaient les mêmes que pour des bocaux neufs. Donc ce qui est effectivement des indispensables pour la filière de réemploi comme on l'imagine. Donc suite à toutes ces discussions, ces brainstorming autour des scénarios, les acteurs qui ont participé ont choisi le scénario numéro 1, donc celui avec une laveuse centralisée en région, et des points de collecte répartis à différents endroits, qui semblent être intéressants d'un point de vue économique et environnemental par rapport aux autres scénarios qui ont pu être présentés. En revanche, ils ont quand même mis en avant des points d'attention, ou en tout cas des réflexions, remarques qui étaient assez intéressantes, donc je voulais vous les partager aujourd'hui. Donc le premier point, c'est un point qui est important d'avoir en tête, c'est sur les limites de notre étude. Donc nous, on est sur une étude qui est sur la Bourgogne-Franche-Comté, sur les bocaux en verre, mais il faut savoir qu'il y a la possibilité d'ouvrir les frontières, par exemple, sur les zones qui sont très très proches des frontières avec Rhône-Alpes. Ça peut être envisagé d'avoir aussi des bocaux qui viennent de Rhône-Alpes, ou alors une laveuse qui serait plus proche de ces points de collecte-là.
Il est aussi possible de penser à cette centrale de lavage pour laver d'autres types de contenants, que ce soit des bouteilles, même s'il faut des machines différentes, que ce soit des contenants en inox ou autres matériaux, que ce soit les contenants pour la restauration. Vraiment, il y a la possibilité de réfléchir à ouvrir en fait cette réflexion à d'autres opportunités. Et il y a aussi la possibilité de faire des scénarios qui soient un petit peu hybrides. Par exemple, on voit bien que le département de la Nièvre est un petit peu isolé sur cette carte. Il n'y a pas de point de collecte, il y a peu de points de massification. Enfin, pardon, pas de collecte, de massification, je voulais dire. Donc, il peut être envisagé d'avoir, par exemple, une laveuse mobile sur des zones qui seraient un petit peu plus excentrées, avec du coup des trajets qui seraient très importants si on veut les relier au point de massification et de lavage. Donc voilà, une réflexion vraiment sur l'ouverture des frontières qui sont nécessaires pour notre étude de faisabilité, mais dans les faits intéressantes à discuter. Et ensuite, il a été mis en avant différents points d'attention. Donc l'importance de proposer un conditionnement qui se rapproche du conditionnement des bocaux neufs pour que les industriels n'aient pas à changer leur fonctionnement quand ils reçoivent les bocaux qui ont été lavés. Donc ça a des coûts qui sont à prendre en compte. Il faut aussi réfléchir sur toute la partie logistique pour avoir des seuils de ramassage une fois qu'on a des volumes assez importants dans les points de collecte et les points de massification. Et puis, il faudra aussi réfléchir à réguler les règles d'achat pour que chaque industriel ait les mêmes opportunités grâce à cette filière, qu'on n'ait pas un industriel qui récupère tous les bocaux lavés et un qui doivent racheter à chaque fois des bocaux neufs. Voilà, donc des points d'attention qui ont été mis en avant. Donc, comme je vous le disais, une fois que ce premier travail a été fait, on a retrouvé les acteurs 15 jours plus tard pour aller un petit peu plus dans le détail et on leur a proposé de sectionner la filière de réemploi en différentes grandes étapes et sur chacune de ces grandes étapes, d'avoir un brainstorming sur les points d'attention, les points de réussite qui semblaient les plus importants. Donc, on a pris 4 grandes étapes, la mise sur le marché des bocaux, le retour par les consommateurs, toute l'étape de logistique et l'étape de lavage et relivraison. Je vous ai mis à l'écran juste une illustration. On a fait la technique du post-it. Donc, chaque participant pouvait donner des idées qu'on notait sur un post-it et qui étaient ensuite discutées à l'oral avec l'ensemble du groupe. Donc, pour synthétiser les résultats de ce deuxième groupe de travail, on a fait ce tableau sur les 4 grandes étapes. Donc, tout d'abord, la mise sur le marché de contenants réemployables. Donc, comme on le disait, il a été discuté de la standardisation des contenants et des couvercles. Ça semble être un point vraiment primordial pour les participants pour faciliter la mise en place de cette filière. Un deuxième point d'attention, c'est l'intégration d'étiquettes lavables. Il faut des étiquettes qui puissent tenir en place dans des conditions de consommation, donc dans les magasins et chez les consommateurs, mais qui s'enlèvent facilement au nettoyage. Donc, il y a un cahier des charges important à prendre en compte sur cette partie étiquette. Ensuite, la deuxième étape, c'était inviter les consommateurs au geste retour. Donc là, il y a effectivement différents points qui ont été mis en avant. Donc notamment l'importance de bien travailler la communication pour que les consommateurs comprennent le principe, la différence d'ailleurs avec le recyclage, et puis sachent comment s'imbriquer dans cette démarche de réemploi. Il faut aussi, comme le disait Méline, les rassurer sur l'efficacité de la conservation. Ce n'est pas parce qu'on fait du réemploi qu'on a moins de qualité sur notre produit, qu'il est conservable moins longtemps. Donc vraiment, voilà, les rassurer là-dessus. Il faut aussi être vigilant sur le coût du contenant, puisque c'est un investissement une fois qu'on rentre dans la démarche de réemploi. Donc à ne pas faire porter des coûts trop importants par les consommateurs, ce qui pourrait être un frein pour se lancer dans la démarche. Ensuite, on pense qu'il est intéressant d'étudier une forme de consigne ou de gratification qui permettrait effectivement de pousser les consommateurs à tester le réemploi. Et enfin, un point important pour la partie consommateur, faciliter le geste de retour. Il faut vraiment que ce soit vu comme quelque chose de simple et pas une contrainte en plus pour le consommateur si on veut qu'il y ait un beau taux d'adoption par eux. Ensuite, sur l'étape de logistique, il est très important de massifier pour optimiser les coûts. L'idée, c'est d'optimiser les flux logistiques. Ça n'est pas intéressant d'avoir des camions qui tournent presque à vide. Donc, il peut y avoir une réflexion sur les taux de déclenchement pour les collectes de ramassage, mais il peut aussi être intéressant d'utiliser des systèmes logistiques qui existent déjà, donc compléter des camions qui sont déjà en circulation, par exemple. Enfin, sur l'étape de lavage et de relivraison, donc
on l'a mis en avant tout à l'heure, il est nécessaire d'assurer un process qualité conforme, donc avoir les mêmes exigences qualité que pour des bocaux neufs. Et évidemment, il faut maîtriser la chaîne de retour, la chaîne logistique, donc pouvoir renvoyer les bocaux dans de bonnes conditions, comme pour des bocaux neufs, aux industriels. Voilà pour cette partie sur les groupes de travail. Je vois que vous avez des questions, donc je vais en prendre connaissance en direct. Alors, les bocaux standards actuels seront-ils privilégiés ou de nouveaux standards seront-ils définis? Alors, Vitagora, dans le cadre de l'étude, n'a pas travaillé sur l'élaboration d'un cahier des charges pour ces bocaux, mais on en parlera un petit peu plus tard, puisqu'il y a d'autres acteurs qui se penchent sur ces questions. Et les deux options sont envisageables, soit des bocaux qui existent déjà, soit des nouveaux bocaux qui doivent être mis sur le marché. Ensuite, une question, faut-il demander aux consommateurs de rincer les bocaux avant de les rapporter? Alors, c'est une bonne question. Méline, tu peux peut-être compléter ma réponse si tu le veux. En fait, ce qu'il faut, c'est être bien clair auprès des consommateurs pour qu'ils sachent en fait ce qu'ils ont à faire. Il ne faut pas qu'ils se posent la question, est-ce que je dois ou pas justement le rincer? Des premières expérimentations qui ont pu être faites par d'autres initiatives, on nous a fait le retour qu'effectivement, pour avoir une meilleure qualité d'un point de vue hygiène des bocaux, c'était mieux d'avoir un rinçage des consommateurs avant de le rapporter en point de collecte. Ensuite, une question très pertinente, que pensent les fabricants de bocaux et les industriels de la standardisation des bocaux? Alors malheureusement, on n'a pas réussi à échanger avec des producteurs de bocaux, uniquement avec des revendeurs. Donc, je ne peux pas donner beaucoup de détails sur cette question, malheureusement. En tout cas, c'est des vraies réflexions qui sont en cours sur cette standardisation des bocaux et qui devraient voir le jour très prochainement. On vous en parlera un petit peu plus tard. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur cette partie-là. J'ai l'impression que c'est bon. Je vérifie rapidement dans le chat. C'est tout bon. Parfait. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Méline, c'est toi qui reprends la main. Ok, super. Donc, comme l'a présenté Mélissa, il y a eu 2 groupes de travail avec des acteurs professionnels de la filière, et en parallèle, on a aussi fait un groupe de travail avec les consommateurs pour voir comment les consommateurs rebondissaient sur le travail des professionnels et comment les professionnels pouvaient à leur tour reprendre le travail des consommateurs. Donc là, l'objectif de l'atelier consommateur spécifiquement, il a été de clarifier les mots qu'on utilise dans la démarche, donc de débattre autour du vocabulaire qui est utilisé entre réemploi, consigné, recyclé, ces termes-là. Ensuite, on a travaillé sur imaginer des situations ou des scénarios, entre guillemets, de retour de contenants. Donc, vous allez voir qu'auprès des participants, je n'ai pas utilisé ces mots-là. J'ai parlé d'histoire pour les inviter à plutôt raconter des histoires, créer des histoires, plutôt que d'utiliser le mot scénario ou parcours utilisateur qui reste assez technique et plutôt de notre ressort. Donc, on a commencé pour débattre autour du vocabulaire. On a commencé par une activité où il fallait classer différents contenants qu'on avait amenés le jour J. Et ensuite, l'étape de raconter des histoires, comme je viens de le mentionner. L'intérêt étant à la fin de continuer d'affiner en fait la liste des contraintes qu'on peut communiquer aux professionnels, et aussi d'affiner le besoin consommateur et d'imaginer comment, au regard de leurs besoins, on peut leur proposer de retourner les contenants de la manière la plus simple possible. Donc la première étape qui était de classer les contenants, ce que ça nous a permis de poser, c'est déjà de voir que derrière le mot réemployable, on vient, en termes d'imaginaire, on vient évoquer des bocaux qui sont plutôt de grandes proportions. Quand on parle de réemployable, les participants s'attendent à pouvoir le réutiliser eux-mêmes. Donc, on est sur du réemploi par le particulier un réemploi qui peut se faire pour toute autre fonction. Donc, par exemple, là,
donc on voit pas ma souris quand je passe sur l'écran, mais sur l'image du dessus, vous voyez les différents contenants qu'on leur avait demandé de classer. Ben, on va avoir des contenants en verre qui vont être destinés peut-être à mettre des bijoux, mettre des bougies ou mettre des graines qui n'étaient pas forcément celles qu'on a achetées dans le bocal initialement. Donc ça va être du réemployable, en tout cas dans la perception des participants. En parallèle, tout ce qui va être consigné, c'est des choses pour lesquelles on a une contrepartie. Donc là, pour les participants, ça peut être de l'argent, mais ça peut être autre chose. En tout cas, il y a un retour, alors pas un retour, mais il y a une rétribution quelque part. S'il est réutilisé, c'est plutôt par le professionnel et pas par le particulier. Et en général, on s'attend à ce que ce soit réutilisé pour la même fonction, donc finalement plutôt re-rempli avec le même contenu. Et là, donc, on va avoir des choses qui sont plutôt... le consigné apparaît plutôt contraint, mais ce qui est intéressant, c'est donc le verbatim que j'ai mis en dessous, c'est de voir que le réflexe qu'on a chez certaines personnes, de se dire, ben, cette bière-là, elle est locale, donc elle doit être consignée. Et du coup, moi, l'exercice, en fait, c'était de leur demander de mettre des gommettes sur les différents contenants qu'ils avaient devant eux pour les légender. En fait, c'était une manière de légender les contenants. Et donc, pour tout ce qui était consigné, en fait, le réflexe, c'était vraiment de lire l'étiquette, de voir si c'était mentionné ou pas, et donc d'attribuer la mention consignée ou pas. Donc là, on voit effectivement qu'il y avait la bouteille la plus haute, donc c'est une bière locale qui effectivement est consignée, et le pot avec le bouchon vert qui est consigné dans certaines conditions. Donc, on a attribué la légende consignée. À noter que pour la bière locale, les participants n'avaient pas trouvé la mention sur l'étiquette comme quoi c'était consigné, mais ils partaient du principe que sur une consommation locale, sur une production locale, on était sur des contenants consignés. Et ce qui est intéressant aussi sur ce zoom-là, je vous ai mis deux images pour qu'on voit bien les différentes couleurs. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui est considéré comme réemployable, c'est quasiment tous les contenants dès lors que je peux mettre quelque chose. En fait, on va avoir la boîte 2, par exemple, qui va être considérée comme réemployable parce que je peux m'en servir pour caler des choses dans des cartons, faire de la protection, faire du papier mâché. Et tout ce qui est bocaux en verre, on va pouvoir mettre des choses à l'intérieur. Donc, de ce fait, c'est réemployable. Les bouteilles, non, par contre. Ce qui va être considéré réemployable ne dépend pas de la présence du couvercle, alors que pour le consigné, on s'attend à ce qu'il y ait un couvercle à chaque fois. Et sur le deuxième groupe de participants, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que la légende, elle a été complétée à la main. Donc nous, on avait proposé réemployable, recyclable, consigné, et des champs libres pour inventer des catégories s'ils le souhaitaient. Et ici, il y a une catégorie valeur qui est très intéressante parce elle rassemble les bocaux pour lesquels on imagine avoir payé plus cher pour comprendre la bonne confection du bocal. Donc vous allez avoir le parfait sur la droite, le bocal à gauche qui se referme et qui est potentiellement hermétique. On peut avoir l'élastique parfois. Et le pot avec le couvercle vert qui est un pot bonne maman à facettes. Là, on se dit comme il est travaillé, certainement j'ai payé dans le prix du produit ce bocal, donc je ne vais pas le jeter. Je ne vais surtout pas le jeter, je ne vais surtout pas le mettre dans une benne. Je le garde à la maison et je verrai ce que j'en fais. Donc finalement, c'est du réemployable, mais c'est du réemployable à valeur. Ensuite, pour la deuxième activité, j'ai proposé aux participants des débuts d'histoire et l'activité, c'était d'imaginer la suite de l'histoire. Et ces débuts d'histoire, ils étaient là pour amorcer la discussion, ouvrir un petit peu la discussion autour du retour des contenants. Et ils n'étaient pas issus de mon imagination, ils étaient issus des entretiens. Donc, ces débuts d'histoire, c'est des débuts d'usage ou de comportement qui ont déjà été évoqués en entretien ou des comportements qui sont actuellement vécus par des personnes qui ont été interrogées. Donc, on avait sur la gauche, par exemple, l'idée d'avoir un système peut-être de parrainage pour faire connaître la démarche à un collègue, un ami. Au centre, c'était un début d'histoire qui concerne quelqu'un qui fait ses courses en drive et qui est très attentif au filtre de recherche au moment où il fait ses courses, au moment où il sélectionne ses produits.
Et le troisième début d'histoire, c'est l'usage de quelqu'un qui fait ses courses en multi-lieux, donc qui en fait a plein de lieux pour faire ses courses en fonction des produits qu'il recherche. Donc potentiellement 3-4 endroits différents pour les mêmes courses, enfin pour le même déplacement en une fois. Et donc là, avec quelqu'un qui se fournit à différents endroits, qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme retour de contenant? De travailler à partir de ces débuts d'histoire, ça a permis de mettre en avant du coup, de nouveau des besoins qui sont assez génériques, sur tous les groupes, et ça nous a permis, ensuite d'imaginer différents moyens de retourner le contenant, et on en a sélectionné 2 que je vous montrerai juste après. Donc en termes de besoins, on revient sur ce qu'on s'était dit tout à l'heure, il faut absolument faciliter l'identification, des commerces, d'une part, qui vont proposer des produits réemployables. Donc, est-ce que c'est, une cartographie qui est accessible quelque part, qui est affichée en magasin, qui est accessible en ligne, pour nous montrer dans quel magasin je peux aller? Est-ce que c'est, un logo ou, un label qui est affiché sur les enseignes pour les identifier? D'autre part, il faut aussi réussir à identifier les produits, une fois que je suis dans l'enseigne, donc les identifier parmi les autres produits du magasin. Donc idem, est-ce qu'il y a un code couleur? Est-ce que c'est les bocaux qui ont un design particulier par rapport aux autres bocaux qui ne sont pas réemployables? Une fois que je suis à la maison et que j'ai consommé le produit, comment je me souviens que celui-ci est réemployable ou pas? Donc idem, est-ce que c'est, un logo, auquel cas, est-ce qu'il est sur l'étiquette? Sachant qu'on demande peut-être, au consommateur de rincer, le bocal, donc il ne faudrait pas que le logo, s'efface si on veut se souvenir, de la mention, réemployable. Et donc ça me permet de faire la transition aussi. C'est important de fournir la bonne information et de permettre au consommateur de comprendre ce qu'il doit faire. Donc comprendre, s'il doit, rincer le bocal, où est-ce qu'il peut le ramener, comment il peut le ramener et qu'est-ce qui se passe ensuite? Et aussi à quoi ça sert? Donc bien sûr, je vous ai noté juste 2 phrases qui ont été, mentionnées assez naturellement au cours de l'atelier. D'une part, une personne qui justement, ne s'imaginait pas retourner un bocal sans le rincer, à minima, et une autre personne qui précisait en tout cas qu'il fallait au maximum ne pas changer les habitudes du consommateur. Donc c'est-à-dire ne pas lui demander, d'aller dans un autre lieu, pour trouver du réemployable, à minima en tout cas. Ensuite, de réfléchir à partir d'histoires, ça nous a permis aussi de poser, des contraintes. Donc notamment, on revient sur le poids des bocaux. Alors au début, dans les entretiens, on était beaucoup sur le poids des bocaux à l'achat. Ici, du coup, on commence à réfléchir au poids des bocaux, au retour. Ce qui est intéressant parce que du coup, le retour, il pourrait être, réparti, au fil de la consommation. Donc pas forcément ramener toutes les semaines, beaucoup de bocaux, mais plutôt au fur et à mesure que je consomme, je peux déposer un ou 2 bocals, dans des points de collecte. Hem, la question du stockage à la maison, donc c'est, quand j'ai beaucoup de bocaux et que je les consomme au fur et à mesure, où est-ce que je les mets? Pour les personnes qui sont en maison ou qui ont beaucoup de place, souvent ça posait pas de problème. Enfin, on imaginait par exemple les stocker, dans le cellier, dans le garage, à la cave. Mais pour ceux qui sont en appartement, c'était légèrement plus compliqué de se projeter dans le stockage. Et il y a aussi la question du coup de fournir ou pas une caisse, pour les rassembler ensemble. Qui est une question ouverte, hein, là-dessus, j'ai pas de réponse, ce sera à expérimenter. Ce qui permettrait du coup de faciliter le quatrième point qui est le transport. Si au moment du stockage, on a une caisse par exemple, ça peut éventuellement faciliter le transport des bocaux, parce qu'on s'est rendu compte, même en faisant l'expérience de transporter, des contenants pour cet atelier-là, de mettre dans un sac tout simplement des bocaux vides, mélangés à des bouteilles et cetera. Finalement, on a quand même vraiment peur de casser quelque chose, ça fait du bruit, ça bouge, donc c'est vrai que la question du transport, elle est assez, importante et intéressante à creuser. À partir de tous ces éléments et des débuts d'histoire, donc il y avait des suites d'histoires et parmi ces suites d'histoires, on a sélectionné seulement, 2 idées à vous partager, aujourd'hui.
qui sont les 2 idées les plus, réalistes, et les plus, «faciles» entre guillemets à mettre en place à court terme, moyen terme. Donc c'est, d'une part, cette idée-là qui est de proposer un réseau de points de collecte. Donc les participants avaient évoqué le fait, de pouvoir ramener en fait à différents endroits mes bocaux. Par exemple, j'en achète un, dans telle enseigne, mais en fait, je peux aussi le ramener dans une autre enseigne qui fait partie du réseau. Et derrière enseigne, on imaginait aussi peut-être d'avoir des points qui ne sont ni grande surface, ni moyenne surface, mais plutôt comme on aurait l'équivalent pour les colis, d'avoir des points de collecte différents, en centre-ville par exemple. Est-ce que c'est à proximité des écoles? Est-ce que c'est à proximité d'autres commerces? En tout cas, des endroits qui sont à proximité de chez moi ou à proximité d'endroits que je fréquente déjà. C'est pour ça que je mentionnais l'école, par exemple, ça a été beaucoup, mentionné, par les participants, notamment les parents, jeunes parents. Hem et du coup, s'il y a un réseau de points de collecte, de bien penser à renseigner les consommateurs sur, quel, point de collecte du réseau est à proximité de chez le consommateur. Donc ça pose plusieurs questions, enfin ça paraît assez, évident et opportun comme scénario, mais du coup ça pose la question quand même de, comment on permet l'identification des points de collecte. Tout à l'heure, je disais, est-ce qu'il y a un affichage dans les magasins ou est-ce que c'est en ligne quelque part? Il faut aussi se poser la question de la fracture numérique, que tout le monde n'aura peut-être pas accès, heu, au numérique ou n'aura pas forcément, l'aisance numérique pour aller consulter ces informations-là. Il faut se poser la question aussi du stockage pour chacune des enseignes, notamment celles qui ne sont pas grande ou moyenne surface. Par exemple, si on se pose la question d'un bureau de tabac ou d'un tout petit commerce de proximité, est-ce qu'il a la capacité de stockage? Et aussi, est-ce qu'il a, la capacité, la ressource pour contrôler les retours qui arrivent chez lui? Pour vérifier que les bocaux qu'on ramène sont bien les bocaux de ce réseau-là, et vérifier éventuellement qu'ils sont toujours «conformes» entre guillemets et qu'ils ne sont pas abîmés. Dans un premier temps, s'il y a vraiment une casse, très visible, il faut pouvoir le contrôler et donc cette ressource-là, ça pose la question de est-ce qu'il faut former, des personnes à ce retour-là, à récupérer le retour. En revanche, bien sûr, ça permet une meilleure répartition du stock, si on multiplie les points de collecte. Ça permet d'étaler, la flotte, de bocaux et c'est plus flexible du point de vue usager parce que ça lui permet, de rapporter ses bocaux au fur et à mesure de sa consommation et dans des endroits qu'il fréquente déjà de manière hebdomadaire. Donc forcément, en termes de points, de vigilance, on a, tout ce qui est, stockage et formation, des points de retour qui va être important et du coup d'étaler, les différents bocaux géographiquement parce qu'on a plusieurs points de collecte. Ça pose la question aussi de, la fréquence et de l'impact sur les lignes de transport, vers les points de massification. Parce que du coup, le scénario, logistique qu'on privilégiait, c'était celui-ci d'avoir, des points de retour, des points de massification et une laveuse, principale. Et enfin, la deuxième idée qui nous semble, intéressante et qui stratégiquement pourrait être intéressante à mettre en place, assez rapidement si on veut mettre en œuvre un système de réemploi, c'est de s'appuyer sur les drives, notamment parce qu'il y a plusieurs, leviers sur lesquels on peut s'appuyer aujourd'hui. Donc si on imagine, que, le réemploi s'adapte enfin que le drive s'adapte au réemploi, ça veut dire que le consommateur, il peut faire sa recherche sur l'interface déjà existante du drive. Donc, on pourrait même faciliter sa recherche en lui proposant des filtres de recherche ou des tags sur le site internet, ce qui nous permet aussi de mettre en avant, les produits qui sont réemployables. Ça permet aussi, au fur et à mesure de la commande, quand on a par exemple, le panier qui s'affiche, de mentionner, ben, combien de bocal vide, je compte ramener au moment de récupérer mes nouvelles courses. Et à ce moment-là, ça nous permet de tracer, le nombre de bocal qu'on est censé récupérer et le nombre de bocal que la personne ramène. Donc ça veut dire que l'interface, elle nous permet déjà d'enregistrer ces différentes informations. Ensuite, je valide mon panier, sélectionne mon créneau pour venir, récupérer ma commande. Le fait que ce soit, un système, numérique déjà en place, ça nous permet éventuellement la veille ou le jour même de la récupération de la commande, d'envoyer des notifications ou des rappels pour que le consommateur pense à prendre les bocaux vides qu'il voulait ramener.
Et donc ça nous permet de pallier l'oubli qui peut être fait parfois. Et sur place, au moment de récupérer la commande, on a aussi un opérateur qui est déjà sur place pour aider, les consommateurs à ranger leurs courses dans leur coffre, par exemple, et à transmettre les produits. Bah, cet opérateur-là pourrait aussi, en échange, récupérer les bocaux vides et enregistrer, lui, enfin vérifier que le bon nombre de bocaux a bien été ramené. Donc là, on s'appuie sur des ressources qui sont déjà existantes et c'est assez intéressant, en tout cas, de creuser, cet aspect-là. Donc forcément, ça pose la question du stockage du côté du drive parce qu'on a l'impression que c'est des surfaces qui sont assez étendues et qu'on a cette, possibilité de stockage, mais ça reste à vérifier. Il y a la question aussi de que faire si le consommateur a dit qu'il ramenait, 5 bocaux, mais que finalement il en ramène que 3. Comment là, on trace cet oubli-là pour la prochaine fois? Heu et voilà. Enfin, en tout cas, ça, c'est les questions qu'il faut se poser et ça mériterait du coup, là, vraiment d'en discuter avec un acteur qui est spécialisé, drive ou en tout cas qui a cette, connaissance-là. À noter que pour les 2 scénarios, je reviens juste en arrière, enfin les 2 scénarios, je voulais pas utiliser le mot scénario, les 2 idées. J'ai écrit opérateur en couleur et ambassadeur en couleur ici, pour insister sur, l'aspect social de la démarche qui ressort tout au fil de ce que les participants ont pu évoquer. Mais aussi, je me suis appuyée pour analyser, les retours des participants. Je me suis appuyée sur une étude, de Sophie Dubuisson-Kellier, qui est une sociologue et qui met en avant l'importance du lien social dans les initiatives écologiques et je pense en vue de tout ce qui ressort des idées et des besoins et des critères des consommateurs, je pense qu'il y a quelque chose à mettre en avant sur peut-être la proximité avec le producteur, par exemple, ou la relation sociale qu'on peut avoir avec un ambassadeur de la démarche ou tout simplement l'opérateur qui récupère les bocaux. En tout cas, c'est un point de vigilance à pas trop vouloir aller trop vite vers du, dématérialisé avec des automates, des bornes et cetera, mais aussi réfléchir à comment on valorise l'initiative écologique par du social et qu'est-ce qu'on vient proposer de supplémentaire pour motiver, en fait, les consommateurs à entrer dans cette forme de circularité et que le gain, il est forcément environnemental, mais il peut être aussi, ailleurs. Est-ce que, là-dessus, on a des questions? Alors, on a déjà une remarque de Dominique qui nous disait, donc il y a une part des bocaux en fait qui sont réemployés par les particuliers qui viennent pas forcément de la région. Donc c'est une remarque qui avait été faite quand tu présentais les résultats de l'atelier sur l'exercice Mmh. des bocaux où il fallait leur donner des noms. Donc effectivement, il y a des bocaux qui sont utilisés qui ne viennent pas de la région. Oui. Oui, oui. Voilà, sur la slide que tu montres. Et puis, il y a une question sur l'impact environnemental du trajet en voiture pour que les citoyens apportent ces bocaux au drive. Est-ce qu'il est pris en compte dans le scénario? Alors non, pour deux raisons. Donc là, en fait, on fait des propositions sur cette partie consommateur pour les points de collecte, mais il n'y a pas de scénario qui est gravé dans le marbre. Il est même possible d'avoir des scénarios hybrides avec différentes sortes de points de collecte, que ce soit en drive ou en matérialisé. Et puis, il faut savoir que, comme on le disait, on ne doit pas changer les habitudes des consommateurs. Donc, l'idée, c'est de garder en fait en drive les personnes qui font du drive et en magasin ceux qui font du magasin. Donc, a priori, ça n'aurait pas un impact environnemental plus important que pour un produit non réemployable. Je crois que c'était tout sur cette partie consommateur. Si je crois que c'est tout. Mais on va pouvoir passer à la suite. Donc maintenant qu'on a toutes ces informations, on a voulu les synthétiser pour vous présenter voilà, sur chaque étape les points qui nous semblent vraiment primordiaux, les points en fait, d'attention et de réussite pour la mise en place d'une filière de réemploi. Alors je vais commencer par vous montrer un schéma sur la filière qu'on propose pour le réemploi de bocaux en verre en Bourgogne-Franche-Comté, donc un schéma cyclique avec tout en haut à gauche, évidemment, la fabrication initiale des bocaux en verre qui seront ensuite envoyés au producteur en bleu pour le remplissage.
ces bocaux qui seront mis en vente chez les distributeurs. Donc, c'est une étape qui est importante puisqu'on a besoin de visibilité, d'avoir des stocks, etc. Ensuite, ils seront achetés, stockés, consommés, puis ramenés par les consommateurs en point de collecte. Donc, dans l'ensemble des échanges, il semble que le point de collecte idéal soit le point de vente, que ce soit du drive ou du magasin. Une fois que les bocaux seront ramenés dans ces points de collecte, ils seront stockés avant qu'il y ait une récupération par un prestataire de transport, un prestataire logistique, avant d'être stockés pour massification, puis retransportés jusqu'à la centrale de lavage. Une fois qu'ils seront lavés, ils seront retournés au producteur, comme on le disait tout à l'heure, avec les mêmes garanties d'hygiène. Adrien, je te laisse la main pour les slides suivantes. Ouais, donc au niveau du producteur, si on part du producteur, donc on a pu voir que la standardisation des contenants est effectivement développée massivement chez les producteurs de façon à simplifier le lavage et l'interopérabilité des bocaux et l'échange des bocaux entre producteurs. Alors il faut savoir que Citeo travaille à la standardisation des contenants, donc il faut voir l'article 65 de la loi GEC. Citeo définit des gammes standards d'emballage réemployables pour les secteurs de la restauration, pour les produits frais et les boissons. Et ça pour le 1er janvier 2022. Donc cette standardisation pour certains produits et certains contenants va devenir une réalité pour un certain nombre de filières et pour un certain nombre d'industriels. Donc ça va être une obligation réglementaire qui va s'imposer à un certain nombre de choses. Et en plus de ça, le réseau consigne et d'autres acteurs réfléchissent également à proposer des gammes standardisées aux adhérents ou aux participants voulant effectivement s'engager dans des démarches, puisque effectivement la standardisation est un élément clé et important pour cette démarche-là. Point de vigilance effectivement sur le marquage laser qui devient de plus en plus répandu. Donc on en parlait pour l'utilisation positive du marquage laser pour identifier le nombre de cycles de lavage qu'un contenant a pu subir ou d'autres éléments de traçabilité du lavage. Cet élément est utilisé en termes de traçabilité industrielle aussi par certaines industries agroalimentaires. C'est un procédé qui se répand de plus en plus et qui peut poser problème si on a un contenant réemployable qui est tracé ou marqué au laser par l'industriel. Donc effectivement, il y a des pratiques sur lesquelles il faudrait potentiellement revenir en arrière ou tracer ces lots et ces aspects sur l'étiquette plutôt que sur le contenant côté industriel. Au niveau de la standardisation des contenants, il faut savoir qu'effectivement, une grande partie de l'industrie agroalimentaire travaille sur des produits frais qui nécessitent souvent une pasteurisation, un traitement thermique, une cuisson potentielle. Si on réfléchit effectivement à une interopérabilité de certains produits, il faut essayer de se placer dans une démarche de qui peut le plus, peut le moins, et effectivement d'avoir la totalité des contenants réemployables qui puissent subir un traitement thermique, même si l'industriel n'en utilise pas, serait beaucoup plus simple et beaucoup plus facile que de définir une gamme de produits qui pourraient ou qui ne pourraient pas subir de traitement thermique. Donc cet aspect est à considérer également et ça a des implications sur le poids et sur les caractéristiques physiques des contenants réemployables. Vigilance également sur le poids des contenants avec plusieurs entrées, le poids en fin de vie des déchets, donc on en a parlé un petit peu sur le bilan écologique ou le bilan environnemental tout à l'heure. Plus le poids des contenants réemployables augmente, et plus on va générer de déchets en fin de vie pour ces matériaux. Donc d'où l'importance effectivement de travailler sur le taux de retour et s'assurer que nos contenants réemployables reviennent, mais tout en minimisant également les déchets en fin de vie de ces matériaux. C'est également, comme le disait Méline, plus de matière à transporter, que ce soit pour le consommateur, mais aussi pour le producteur. Voilà.
s'il y a des contenants ou des produits qui sont expédiés par fret ou au poids, ça peut représenter une part significative du poids total des produits. Au niveau des étiquettes, on en a déjà un petit peu parlé. L'important, c'est de remplacer les étiquettes autocollantes actuelles, quel que soit leur type, qu'elles soient plastifiées ou dorées ou autres, par des étiquettes autocollantes lavables. Donc ça nécessite pas de changement de ligne de production, il faut vraiment se solliciter son fournisseur d'étiquettes et c'est vraiment un changement de colle la plupart du temps. Qui est appliqué et souvent le fournisseur d'étiquettes ou l'imprimeur a dans sa gamme une étiquette qui correspond au grammage ou aux matériaux ou à l'aspect surfacique en tout cas de l'étiquette, tout en ayant une colle qui soit garantie lavable. Donc ça a souvent la même tenue à l'humidité. Certains industriels ou certaines filières qui sont soucieuses effectivement que l'étiquette ne se décolle pas trop rapidement quand le contenant est humide ou est trempé dans l'eau ou quand on a une différence de température. Il y a une très bonne tenue, il peut y avoir une très bonne tenue de l'étiquette tout en ayant une garantie de lavabilité. Donc il y a des étiquettes qui se retirent en solution alcaline chauffée ou à colle froide ou à adhésif hydrosoluble. Il ne faut vraiment pas hésiter à solliciter son imprimeur ou son fournisseur d'étiquettes. Cet aspect-là est un frein pour le lavage, mais n'est pas un frein sur l'aspect mise en œuvre industrielle. Après, au niveau des consommateurs, je te laisse... Oui, du coup, c'est une synthèse globalement de tout ce qu'on a pu dire jusqu'ici, mais au niveau des consommateurs, s'il y avait 6 points à retenir, c'est vraiment l'identification des produits et des points de collecte. Donc, comment je les identifie en termes vraiment d'outils, par quels moyens je les identifie et comment je garde une trace de cette information-là, avant d'aller faire les courses, pendant et après aussi, pour être dans la continuité et fermer la boucle du système. Mettre en avant les valeurs sociales, alors ce que je disais sur le discours, en tout cas, c'est donner à voir des arguments qui soient différents, des arguments qui sont pratiques, mais aussi essayer de valoriser une certaine forme sociale. Donc ça peut passer par la proximité avec le producteur, comme je disais, ça peut passer par se poser la question de comment on crée le sentiment d'appartenance aussi quand on entre dans une initiative. Ce qu'on retrouve de très fort, par exemple, pour tous ceux qui rejoignent des associations sur l'économie circulaire, les monnaies locales, etc. On a ce sentiment d'appartenance qui rassemble et qui fédère et qui, du coup, crée de la motivation à participer. Donc, je pense que c'est intéressant de faire ce parallèle et de voir ce qu'on peut utiliser comme bonne pratique de ce côté-là pour peut-être l'intégrer dans cette démarche-là. Impliquer les consommateurs en leur proposant des produits qu'ils ont l'habitude de consommer ou en tout cas qu'ils apprécient. Donc ça passe aussi par quel producteur, quel distributeur s'impliquera dans la démarche. Faire la différence entre réemploi et recyclage pour montrer d'une part les impacts différents. Aujourd'hui, sans dire forcément qu'il y a une dimension qui est peut-être mieux que l'autre, mais en tout cas déjà renseigner sur l'impact et les différences. Étudier la possibilité d'un système de consigne. Alors effectivement, le réemploi, il peut passer par un système de consigne. Maintenant, reste à savoir ce qu'on met derrière consigne. Est-ce qu'on met un échange monétaire ou pas? Et si c'est pas un échange monétaire, qu'est-ce que c'est? Et si c'est un échange monétaire, il y a plusieurs questions à se poser. D'une part, le montant, mais aussi, est-ce que le montant, il est transparent, il est intégré dans le prix du produit? Est-ce qu'il est différencié? On a 2 étiquettes. Et du coup, quel impact sur le consommateur si c'est une consigne à 10 centimes ou à 1 euro? Est-ce qu'il y en a un qui dissuade, un qui favorise? Et est-ce qu'il y en a un qui implique un peu plus que l'autre? Ça, c'est des choses à expérimenter et à observer in situ, je pense. Et enfin, permettre un retour simple, et ça passe par tous les points qu'on vient de citer, mais effectivement aussi par la proposition de différents points de retour.
Ça peut tout à fait être uniquement des grandes ou moyennes surfaces, mais du coup, en prévoir un certain nombre pour qu'on soit dans de la proximité géographique. Un autre aspect sur la logistique, donc suite effectivement au retour consommateur, la logistique est un aspect essentiel, hein, on l'a vu sur l'impact économique, l'impact environnemental. Il est nécessaire d'optimiser les coûts et les impacts environnementaux liés à la logistique, liés au transport. Donc nous, dans l'étude actuelle, on a considéré effectivement des camions, on va dire neufs, ou venant dédiés à cette initiative, afin d'optimiser effectivement ces flux logistiques. Il est important de développer des partenariats avec des acteurs qui sont déjà existants, utiliser les flux logistiques existants pour minimiser ces impacts-là apparaît comme une solution vraiment importante et évidente. Donc il y a plusieurs acteurs sur le territoire qui ont un maillage bien développé, hein, comme Envie, La Poste ou France Boisson par exemple, qui ont l'habitude d'aller dans différents points. Donc autant utiliser ces réseaux existants pour minimiser l'impact. C'est ce qui est fait en Pays de la Loire par Bout à Bout par exemple. Anticiper la consigne sur les casiers également. Les casiers, comme le disait Méline, les contenants sont importants pour protéger les bocaux, aussi bien d'un point de vue consommateur pour pouvoir les ramener facilement qu'au niveau du stockage, au niveau de la mise en palette ou le stockage ensuite dans les camions. Le plus possible, on évite des manutentions et le mieux c'est pour la filière et pour l'impact environnemental et économique de la filière globale. Donc si on arrive à avoir des casiers qui soient directement utilisables pour les passer dans les tunnels de lavage, c'est l'idéal. En tout cas pour la collecte. Assurer la traçabilité des contenants, aussi bien des producteurs, du nombre de lavages, etc. Donc de façon à pouvoir s'assurer qu'on a un équilibre des flux, par typologie de contenant, par typologie de producteur, par emplacement aussi, qu'on ne se retrouve pas à avoir un surstock à un endroit, à l'autre bout du département, alors qu'il y a un besoin pour un producteur à un autre côté du département. Et puis impliquer aussi les collectivités locales, les syndicats de traitement des déchets, dans ces réflexions logistiques, en particulier pour la mise à disposition d'aires de massification, d'aires de lavage, d'aires de collecte ou de zones de collecte. Voilà, c'est des choses qui sont généralement gérées par les syndicats de traitement de déchets. Donc effectivement, ce niveau local est important à mettre en œuvre et à solliciter et à actionner pour être sûr que les solutions sont cohérentes avec les solutions actuelles de prévention de gestion des déchets. Et enfin, la dernière étape, le lavage, qui est une étape effectivement critique et très importante du système. Le respect des normes d'hygiène en agroalimentaire est un critère indispensable et clé dans ce système-là. S'assurer de l'absence d'humidité résiduelle est un aspect qui est remonté plusieurs fois. Inspecter systématiquement les pots pour détecter des casses éventuelles. Donc une inspectrice est vraiment indispensable, même si ça a des coûts significatifs. Parfois l'inspectrice est aussi chère que le tunnel de lavage. Donc on peut se dire qu'on peut inspecter à la main ou inspecter autrement. Il y a effectivement un cahier des charges, un cahier et des normes d'hygiène, sécurité et de qualité à respecter pour l'industrie agroalimentaire. Donc je pense qu'il ne faut pas forcément lésiner sur les dispositifs qui permettent d'assurer un certain nombre d'assurer la qualité des produits qui sont ensuite livrés pour un usage alimentaire. La palettisation et le stockage des produits propres, comme des produits à laver, est anticipé en fonction des flux et des typologies de contenants, de façon toujours à minimiser le plus possible la manutention, à minimiser les risques en termes d'hygiène ou bactériologique en cas de stockage avant réutilisation.
Donc voilà, c'est des choses qui sont à anticiper dans la filière pour s'assurer qu'on n'ait pas de défauts sur la mise en place ou la mise sur le marché de certains contenants réemployés, lavés. Et la livraison qui doit pouvoir s'adapter à la saisonnalité de la production avec du coup un stock tampon qui est nécessaire. Alors effectivement, il y a certaines industries agroalimentaires qui produisent toute l'année et qui vont consommer des bocaux toute l'année et faire des achats réguliers. Il peut y avoir des productions qui sont plus cycliques ou annuelles, ou comme les productions agricoles ou le miel, dans lequel on a effectivement du coup un besoin de saisonnalité et du coup le besoin d'un stockage tampon qui serait dimensionné et à considérer en fonction de la filière et de la stratégie mise en œuvre. Donc pour conclure, je voulais partager avec vous quelques points qui nous semblent intéressants. Donc tout d'abord, on a la chance dans la région d'avoir des acteurs qui sont extrêmement motivés sur toute la chaîne de valeur, que ce soit des producteurs, que ce soit des distributeurs, des consommateurs. On a aussi des initiatives locales pour le réemploi. Donc c'est vraiment une chance sur notre région et on recommande vraiment de s'appuyer sur ces acteurs pour mettre en place une filière de réemploi. Une deuxième conclusion, c'est pour nous important de pouvoir continuer. En fait, la suite de cette étude, pour nous, ce serait de mettre en place des expérimentations locales, notamment pour pouvoir confirmer les différentes hypothèses qu'on a pu prendre lors de cette étude de faisabilité, et puis s'assurer qu'il n'y a pas de blocage sur les différents points d'attention qu'on a pu mettre en évidence. Donc ça permettrait notamment de tester la notion de consigne, peut-être cibler les produits qui sont plus adaptés, confronter les industriels sur les garanties d'hygiène, on en parlait tout à l'heure, et puis bien sûr développer ce circuit de collecte, voir comment on peut s'intégrer dans des circuits déjà existants, etc. Donc vraiment cette partie expérimentation locale, voilà, on invite les personnes intéressées à se pencher sur ce sujet. Et ensuite, ça nous semblait important de rappeler que ce projet, il peut s'appuyer aussi sur de nombreuses autres opportunités. Donc, que ce soit sur d'autres secteurs comme la restauration hors foyer, que ce soit sur d'autres types d'emballages, que ce soit en ouvrant les frontières de notre région aux régions alentours. Et puis, tous les travaux qui sont réalisés par le réseau VRAC, par Citeo, par le réseau Consigne, qui sont de vraies opportunités pour le développement de futures initiatives. Donc, c'est vraiment des points qui nous semblent intéressants. Donc, c'est la conclusion de ce webinaire. Donc, pour rappel, avec le soutien financier de l'ADEME et Citeo, je tenais encore une fois à remercier Méline et Adrien pour leur travail. Si vous êtes intéressé par cette thématique, que vous voulez aller plus loin, que vous avez envie de vous investir sur le sujet, je vous invite à me recontacter. Il y a mon adresse mail qui s'affiche à l'écran. Et puis, on va prendre les dernières minutes qui nous restent pour répondre à des questions qui sont encore dans le chat. Donc, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre. C'est le moment. Alors effectivement, Nadège de Bocaux & Co nous met dans le chat qu'il y a des expérimentations en cours depuis mi-septembre sur Dijon. Donc c'est assez intéressant à suivre effectivement pour voir les conclusions qui seront données à ces expérimentations. Ensuite, pour la question sur les autres démarches de réseaux de réutilisation existant dans d'autres régions, quels sont les retours d'expérience? Différents éléments de réponse. Je ne vais pas développer parce qu'il existe beaucoup d'initiatives, mais de façon générale, vous pouvez retrouver des exemples sur effectivement les ressources qu'Adrien a mis en réponse à cette question. Il faut aussi savoir que la plupart des initiatives sont assez récentes, donc les retours d'expérience sont récents. On n'a pas encore de filière mature, très mature de réemploi en France. Et à savoir que notre rapport sera aussi disponible dans les semaines qui viennent. On a toute une partie d'analyse de différentes démarches de réemploi qui est détaillée dans ce rapport. Donc si ça vous intéresse, ce sera aussi l'occasion de lire le rapport. Ensuite, Adrien, tu peux peut-être m'aider à répondre à cette question sur le
coût en fait. Quel équilibre économique, qui supporte quel coût? Est-ce que les professionnels et le citoyen vont avoir des coûts à supporter? Ouais, alors effectivement, c'est un aspect qu'on a abordé rapidement. Le réemploi est intéressant assez rapidement pour un professionnel qui achète son bocal et qui s'attend à ce que son bocal revienne. Et effectivement, le retour sur investissement est assez rapide. Si on regarde effectivement à l'échelle d'une filière globale, on s'aperçoit effectivement que il faut que tous les acteurs et toutes les conditions soient réunies pour pouvoir avoir un équilibre économique qui soit cohérent. Donc effectivement, en fonction de qui porte cet aspect-là, il peut y avoir différents équilibres économiques à trouver. Voilà, si c'est effectivement une démarche qui est portée par exemple par la région ou par la région, il peut y avoir effectivement une stratégie volontariste de réduction de la facture globale à long terme. Et dans ce cas, effectivement, l'aide publique peut participer à donner un coup de pouce à cet équilibre économique qui n'est pas forcément évident dans la démarche. Globalement, pour d'autres initiatives qui sont en place ou autres, la stratégie, c'est de pouvoir avoir du réemploi viable qui soit concurrentiel avec le coût de l'usage unique. Ce qui peut être fait dans certaines filières, dans certaines catégories de produits, mais qui n'est pas forcément possible pour différents produits. Si vous avez un coût d'un bocal à 30 centimes et que votre produit, vous le vendez à 1 euro, vous aurez du mal à acheter un bocal à 1 euro et ça va vous doubler votre prix de produit fini vendu sur le marché. Donc il y a des incidences économiques pour certains industriels qui sont significatives et qui sont à considérer. Donc, qui supporte le coût, ça dépend un petit peu de comment la filière se structure à l'échelle régionale et quel est le modèle économique derrière. Tout à fait. Une autre question intéressante, est-ce que l'étude répond aux doutes sur le coût écologique par rapport à l'usage de verre en usage unique ou au recyclage? Donc, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, Adrien, tu peux peut-être repréciser? Donc là, un petit peu pareil que tout à l'heure, c'est vraiment en fonction du nombre de réemplois. On a un bilan environnemental qui est favorable dès le 3e réemploi ou dès le 8e réemploi en fonction des scénarios. Donc un bilan environnemental plutôt encourageant par rapport à du recyclable. Mais un bilan environnemental qui peut être significativement amélioré si on s'assure d'une traçabilité, d'un taux de retour et d'une non-perte des produits également, tout en optimisant effectivement l'aspect logistique et transport, qui est un aspect important et qui pèse relativement lourd dans ce bilan environnemental. C'est pas le lavage qui a un impact, c'est vraiment la collecte, massification et le redispatching de ces contenants vers les producteurs ensuite. Donc c'est vraiment tout cet aspect logistique qui est essentiel et qui est à creuser et à bien affiner pour s'assurer que le bilan environnemental du réemployable est définitivement plus intéressant que le jetable. Le recyclable, pardon. Merci Adrien. Il y avait une question sur la standardisation aussi. Est-ce que la standardisation, elle sera européenne ou pas, ou juste nationale? À ma connaissance, c'est uniquement au national. Peut-être qu'Adrien, tu as plus de précision que ça. Non, j'ai pas de complément forcément à apporter sur la standardisation. D'une manière générale, la réglementation européenne fixe rarement des standards, mais incite à une meilleure uniformité et à prévention des déchets, etc. Donc la réglementation européenne a tendance à pousser vers une réduction des déchets.
Pour autant, la réglementation européenne ne pourra pas fixer un contenant standard. Et c'est un peu l'esprit de la loi AGEC, c'est qui a délégué ça à Citeo ou aux organismes d'éco-contribution, de fixer ou de démarrer et de travailler sur cette standardisation des contenants sans fixer de nombre, de types, de caractéristiques. Donc c'est vraiment ensuite chaque pays qui va mettre en œuvre ces contenants de manière spécifique en fonction des réflexions et des attentes et des caractéristiques techniques, environnementales et sociétales de ces pays-là. Merci. Je remercie aussi Usage qui, dans le chat, nous dit qu'ils sont évidemment disponibles pour des expérimentations. On arrive au terme de ce webinaire, donc je tenais encore une fois à tous vous remercier pour votre disponibilité et vos questions. Et on reste bien évidemment disponible si vous en avez d'autres. Donc n'hésitez pas à nous contacter et puis je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée.